Je vais tout faire pour la victoire. Jean-Marc, mon mec, t'oublieras jamais ce nom. Il a été touché au foie encore. Et oui. L'arbitre va arrêter le combat. Et voilà, c'était fini présent. Et Jean-Marc Mormec, toujours champion du monde WBA des lourds légers. Et vous dites, mais moi je n'aurais pas survécu à ce coup si je l'aurais pris. Mais c'est vrai. Alors vous voyez le protège-dents qui s'envoie. Le type il vous sèche carrément, vous êtes séché comme si vous avez passé une serviette sur votre visage parce qu'il n'y a plus de sueur. Et puis cette danse, on bouge, on esquive des coups. C'est ça la magie de ce sport. Jean-Marc Mormec. Salut à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Transisport. Et comme chaque mois, on va interviewer une personne en rapport avec le monde du sport, qu'elle soit elle-même sportive ou non. Et si je dis on, c'est que comme à mon habitude, je ne suis pas tout seul. Et cette fois, c'est monsieur Julien Dassois qui m'accompagne. Salut Julien. Salut Anthony. Mais trêve de blabla, de présentation, on va tout de suite diriger nos yeux et vos oreilles vers celui qui est en face de nous, l'ex-boxeur Jean-Marc Mormec. Jean-Marc Mormec, bonjour, ça va ? Bonjour, ça va très bien. Et comme désormais c'est notre habitude, on va vous demander de vous présenter en quelques mots, parce que comme ça nous évite d'oublier des choses dans votre présentation. C'est mieux si c'est vous qui vous présentez. C'est un peu dur de se présenter, mais alors qu'est-ce que je peux dire ? Donc je m'appelle Jean-Marc Mormec, j'étais champion du monde de boxe, WBA, WBC, j'ai fait 9 championnats du monde, j'en ai gagné 6. J'ai arrêté ma carrière il y a maintenant un peu plus de 4 ans, à 42 ans, et aujourd'hui je suis délégué interministériel pour l'égalité des Français et des Outre-mer. Voilà. Donc maintenant vous travaillez dans ce qu'on appelle un peu la machine gouvernementale, ça consiste en quoi Ça consiste, comme tous ces jeunes qui arrivent des Outre-mer rencontrent des difficultés, alors des fois de manque de réseau, et donc j'essaye de leur faciliter la tâche, c'est-à-dire les problèmes qu'ils rencontrent, essayer de les régler, comme les gens du Pacifique qui avaient des problèmes de sécurité sociale parce qu'ils n'étaient pas immatriculés, en sachant très bien que ils ont une certaine autonomie chez eux, donc tout va bien, et quand ils arrivent en métropole, donc ils rencontrent des difficultés. Donc j'essaye de régler ces problèmes, que ce soit pour les logements, que ce soit pour différents problèmes, voilà. Est-ce qu'il faut se battre à chaque fois dans l'administration quand on travaille dans un ministère comme les Outre-mer, parce que on sait que les Outre-mer, justement, c'est des régions où parfois la situation est compliquée, c'est loin de la métropole et un peu loin des considérations de Paris, entre guillemets. Bon, se battre, après, c'est un grand mot, mais bon, il faut essayer de se faire entendre. Donc, il faut persévérer dans ce qu'on demande pour qu'on vous écoute. Bon, si on mais peut. Entre guillemets, c'est plus difficile, du coup, ici que, par exemple, à Bercy ou ce genre de choses. Après, je pense qu'il y a à chaque fois, tout dépend des problèmes. Il y a chaque problème à sa difficulté, mais bon, en tout cas, voilà, ça s'arrange bien. On sait entendre et les choses vont dans le positif. Mine de rien, donc parce qu'on a dit qu'on se tutoyait, mine de rien, tu as habité assez peu de temps aux Antilles parce que tu es arrivé en France assez tôt. Est-ce que c'est pour ça que tu as eu envie de travailler avec les Antilles pour retrouver un peu là d'où tu viens, entre guillemets? J'aime pas tellement cette expression, mais... Non, pas pour ça, c'est un problème de circonstance. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais 6 ans en métropole, je suis venu rejoindre mon père, j'ai vécu en banlieue, et je pense que voilà, je considère un petit peu, je pense que les Outre-mer, comme c'est loin, c'est considéré un peu comme une grande banlieue pour moi. Donc je fais l'assimilation par rapport à ça. Et plus tard, non, c'est circonstance. C'est-à-dire que j'ai fait une carrière, je suis revenu, on m'a fait la proposition d'être délégué interministériel. Parce que le premier délégué interministériel était Patrick Caram, qui est un ami et qui a œuvré aussi pour que je puisse avoir ce poste. Donc je l'ai accepté parce que c'était aussi une façon d'aider. Dans une interview pour France Culture, tu disais que les Outre-mer, quand tu étais jeune, tu considérais que c'était chez toi. Et du coup, là où tu étais en France, en banlieue, tu ne considérais pas vraiment que c'était chez toi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé ? Bah forcément, mais qu'on arrive, on a 6 ans, on a une autre vision. Donc j'arrive, moi je sortais, il faisait toujours beau, il y avait des palmiers, il y avait la mer, et puis j'arrive dans un truc un peu grisaille où il y a des grands bâtiments, il y a des immeubles, je trouve ça horrible, il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas de mer, et donc forcément manque de chaleur, et puis on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, où je suis, et puis parce que j'avais perdu mes repères, mais aujourd'hui bien sûr c'est chez moi, j'ai vécu plus de temps en France qu'en Guadeloupe, donc c'est chez moi. Mais quand tu reviens en Guadeloupe,
Ben, ça reste chez moi, puisque voilà, j'y suis né, j'ai la famille, je retrouve un peu cette chaleur, cette convivialité. Donc forcément, le marché, enfin les senteurs, et oui, c'est chez moi. C'est facile d'y retourner régulièrement avec le travail Ben, Oui. c'est même une obligation. Oui, bah oui, voilà. C'est parce qu'on se ressource. On mange bien, on se sent bien, et puis on repart pour de nouveaux combats. Et, on va dire un peu plus, ouais, quand même. Quand tu es arrivé en France, tu expliquais donc, dans cette même interview de France Culture que c'était assez traumatisant d'arriver. Est-ce que du coup c'est ce qui motive ton travail aujourd'hui, d'aider les personnes qui sont un peu entre guillemets comme toi, qui arrivent en France et qui sont dans des difficultés Non, parce que ça a changé entre-temps. Aujourd'hui, je me dis, bon là, j'ai fait une carrière, je me battais pour moi parce que j'avais peut-être quelque chose à prouver. Je voulais me faire connaître, j'avais des choses à prouver. Aujourd'hui, maintenant, j'ai l'occasion, après avoir mené ces combats personnels, maintenant, je peux les mener pour les autres. Donc voilà, je sais me battre, j'ai l'envie, alors dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, hein, mais pour les autres, pour faire entendre leur voix, parce que bon voilà, si on a les minorités qui ont peut-être pas la possibilité qu'on puisse les entendre, donc je peux le faire entendre, donc je le fais et avec plaisir. Tu veux transmettre un peu cette volonté aussi. Voilà. Tu t'es battu et tu veux transmettre aussi cette persévérance. Bien sûr, de dire que c'est pas parce qu'on sort de banlieue ou des autres mers qu'on ne peut pas se faire écouter. Bien au contraire, on va se faire écouter et puis on va prendre le temps, mais ça viendra. La situation, tu penses qu'elle est meilleure aujourd'hui qu'à l'époque? Parce qu'il y a une anecdote qui m'a beaucoup marqué dans ce que tu as pu raconter, c'est que tu étais devenu plus turbulent et tu te battais plus facilement avec des personnes dans l'espoir, entre guillemets, de te faire expulser et de retourner en Outre-mer. Oui, mais parce que après c'est différent. Donc forcément, aujourd'hui, on va dire que ça a évolué. Donc les problèmes sont différents. Quand il y a une évolution, donc forcément, on rencontre d'autres difficultés, d'autres problèmes. Quand j'étais petit, comme je le disais, bon, j'avais 6 ans, je suis revenu, je suis venu de quelque part où j'avais pas demandé, on m'avait imposé quelque chose. Donc c'est traumatisant quand on vous impose un truc en vous pensant que vous allez en vacances. C'est comme si on vous avait puni d'un truc que vous n'avez pas fait. Donc moi, en me vengeant, parce que je me plaisais pas et j'étais pas bien dans l'endroit où j'étais, je voulais absolument retourner et pour ça. Mais après, on s'y habitue et puis on s'y fait parce que les gens n'ont pas le choix. Et puis à un moment donné, on apprend à aimer en ayant l'espoir qu'un jour on retournera. Mais qu'est-ce qu'on retrouve de la boxe dans le fait de travailler dans un ministère? Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve? Parce que la boxe, on voit ça comme un sport violent, mais c'est une stratégie. On a une équipe autour de soi, j'ai une équipe autour de moi. On doit réfléchir à une stratégie pour mener un combat. On ne veut pas y aller comme ça à la fleur au fusil. Donc forcément, il faut une stratégie. Donc on met une stratégie en place. Il y a des discussions et puis après il y a une négociation et puis à un moment donné il y a une réalisation. En boxe, c'est ça. Voilà. Il y a une stratégie, c'est des entraînements et ensuite après il y a une exécution, c'est-à-dire que on arrive sur le ring et on voit si on a mis la bonne stratégie en place. Donc pareil, on fait des réunions, on identifie le problème et on mène les investigations pour que le problème soit réglé. Donc voilà. Donc là il y a moins beaucoup de sueur, il y a beaucoup plus c'est plus verbal, mais aussi c'est aussi passionnant. Et on se prend des coups aussi? On peut en prendre, mais là non, parce que j'estime que je fais pas de politique. C'est-à-dire, c'est de revendiquer quelque chose. C'est que il y a des gens qui sont discriminés, qui rencontrent des difficultés. Ça, je pense que tout le monde est sensible à ça et on peut le comprendre. Et, puisque tu parlais de verbal, justement, la boxe, il y a beaucoup de franc-parler, il y a beaucoup de chambrage avant les combats et même pendant des fois. Est-ce que c'est pas difficile de devoir lisser le discours une fois qu'on est dans un ministère? Est-ce qu'on n'a pas justement envie de dire d'aller plus vite dans les discours pour motiver les personnes? Oui, mais après aussi, il ne faut pas oublier, la boxe, comme je l'ai dit, c'est aussi le contrôle de soi. Tout le sport, le combat qu'on fait, c'est aussi le contrôle de soi. C'est-à-dire qu'en gros, vous apprenez à vous battre, c'est pas pour vous en servir, c'est justement pour pouvoir peut-être faire en sorte que l'autre qui est en face de vous puisse pas essayer de vous agresser parce que ça pourrait lui coûter cher. Donc, quand vous arrivez dans une discussion, il n'y a pas à savoir se battre, c'est pouvoir discuter, de vous faire entendre. Donc, des fois, on peut le faire avec énergie, mais en tout cas, le principal, c'est de se faire entendre et de se faire comprendre, surtout. Et pour que les choses se fassent bien. On va parler un peu plus de boxe maintenant. Il y a une question que je me pose assez régulièrement. La France, c'était un pays de boxe, il y a longtemps. Et aujourd'hui, on galère beaucoup pour faire vivre la boxe, même quand on a des champions comme Tony Yoka. On n'a pas l'impression que ça marche très bien. Pourquoi est-ce que la boxe galère tellement en France?
Parce qu'aujourd'hui, alors je le dis, aujourd'hui par rapport à avant, je pense qu'on ne choisissait pas vraiment les champions. Les champions, ils se faisaient, par exemple, un Marcel Cerdan, là c'était quelqu'un de très populaire. Mais il y avait une histoire aussi, parce qu'il y avait une grande chanteuse qui était Edith Piaf, et il y avait tout ça, qu'à un moment qui faisait sens. Dans le truc. Et puis c'était ce guerrier qui gagnait ses combats, même les plus durs. Aujourd'hui, la boxe, ça a changé. Il y a des adversaires qui sont choisis, il y a des boxeurs qui font pas les bons combats, mais qui gagnent peut-être beaucoup d'argent et qui font plus de, c'est plus du marketing qu'autre chose. Donc forcément, vous avez un public. Et puis à un moment, c'est comme tout. Hein, si vous allez au cinéma, vous payez une place, vous allez voir un bon film. Et si le film vous plaît pas, forcément, vous allez en parler autour de vous et vous allez dissuader les autres. Donc je pense qu'après, à un moment donné, il faut mettre tous les ingrédients. C'est comme pour la nourriture. Si vous allez dans un restaurant, c'est pour manger quelque chose qui vous plaît et pas parce qu'on vous propose quelque chose et qui n'est pas votre choix. Mais qu'est-ce que vous pensez de la hype un peu autour de Tony Yoka, justement? On en fait trop? Je pense que c'est beaucoup de marketing pour l'instant. C'est beaucoup de marketing. Je pense que Tony Yoka, ça sera sûrement un grand champion. Pour l'instant, pour moi, il ne l'est pas. Donc voilà, j'ai rien contre lui, mais à un moment donné, je pense qu'il faut dire les choses. Il y a beaucoup de parlotte, il y a beaucoup de trucs pour rien. En fin de compte, à un moment donné, il faut qu'on voulait faire un truc, il faut être aussi reconnu, c'est le public qui vous grandit et vous le faites pas tout seul. Voilà. Si vous voyez grand tout seul, c'est qu'à un moment, c'est qu'il y a un problème aussi. Et justement, quand je compare tout ce qu'on a autour de Tony Yoka et ce qui a pu se faire quand tu affrontes Klitschko à 39 ans, enfin l'histoire est incroyable, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait le même battage médiatique à l'époque que ce qu'on peut voir sur Tony Yoka. C'est différent parce que Tony Yoka, c'est un championnat du monde contre c'est un championnat du monde, c'était un championnat du monde contre des titres un peu réunifiés, mais c'est aussi Tony Yoka, il est champion olympique. Donc on attend, voilà, l'olympisme, c'est quelque chose quand même d'énorme. Voilà, il est devenu champion olympique, donc forcément on attend un retour. Après, à un moment donné aussi, il faut aussi pouvoir lui laisser le temps. Le temps de se préparer, le temps aussi d'apprendre son métier. Et ça aussi, il ne faut pas qu'on soit trop exigeant. Mais à un moment donné, lui aussi, il faut qu'il sache qu'il apprend son métier. Et pas qu'il pense qu'en fin de compte, c'est déjà le grand champion parce qu'il a gagné des combats ou en fin de compte, c'est juste voilà, pour se faire un peu la main. À un moment, voilà, il faut un équilibre dans la vie. Il faut être humble en sachant très bien que les adversaires qui sont là, c'est des adversaires choisis pour qu'il apprenne son métier et qu'il n'est pas encore ce champion qu'il pense être. Mais tu regrettes que le combat, par exemple, que tu fais face à Klitschko, il n'y ait pas eu un peu aussi toute cette hype autour, ça te manque pas, ça t'a pas manqué? Qu'on vit quelque chose, moi il y a eu le truc, moi j'avais l'adrénaline, j'avais la crainte, j'avais la peur, enfin j'avais tous les ingrédients, en tout cas ils étaient à l'intérieur de moi. Alors le reste, après ce qui s'est passé, c'est, je dirais à la rigueur, c'est pas grave. Il y avait 50 000 personnes, donc est-ce que c'est pas déjà pour moi un gros événement? À la rigueur, c'est s'il y avait personne. Là, je pourrais dire que j'étais pas un candidat qui était possédant, on pensait que je pouvais gagner. Donc, il y avait quand même 50 000 personnes. C'était un stade. Pour moi, c'était aussi l'inconnu. Après, peut-être le reste autour, mais je pense que ça a suivi. Je pense que quand même ça a suivi. Et puis voilà. Et puis c'est comme ça, c'est la vie. Ce combat, c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir plus? Je dirais que forcément c'est un bon et un mauvais souvenir. C'est un mauvais souvenir parce qu'on perd, et forcément, mais en même temps c'est Klitschko, en même temps il n'avait pas perdu pendant 10 ans, en même temps il avait régné sur cette catégorie, c'était pas ma catégorie, c'était la catégorie, je voulais monter. Mais c'est un bon souvenir parce que il y en a eu 3 au début. Dans les 3 premiers, je suis encore sur le podium. C'est quoi? C'est Carpentier 1921 qui avait fait le championnat du monde. C'est Rodriguez en 83. Et le 3e, c'est moi. Bien sûr, maintenant, il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais pour l'instant, voilà, c'était la négociation. Et il y a eu des grands promoteurs qui ont régné jusqu'à présent, comme je parle en l'occurrence des frères Cariès, qui n'ont jamais pu faire, eux, ce championnat du monde des poids lourds. Donc, moi, ça a été avec l'aide d'amis et de monde, la négociation qui a été faite, et on ne croyait pas que j'allais le faire. Pour moi, c'était ça la magie, c'était que je sors de cette catégorie des lourds légers, j'arrive à monter en poids lourd, mais il faut que je gagne bien les combats, je gagne ces combats pour y arriver. Et alors, pour moi, c'était génial. Et c'est marrant que tu dises « on perd ». C'est tout le camp qui a perdu, c'est vraiment collectif la boxe. On est une équipe. Avant, pour moi, d'être un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Puisque vous avez un staff, on a choisi tout un staff autour de soi, on a choisi des gens et c'est tout le monde qui perd. Quand je gagne, on gagne tous, et qu'on perd, voilà, on partage aussi la défaite.
Tu parlais de la durée de Klitschko qui restait invaincu pendant des années. Ça, c'est un truc qui m'impressionne vraiment dans la boxe, c'est-à-dire que t'as des mecs comme Klitschko, comme Anthony Joshua qui perdent pas pendant des années. Toi-même, tu as passé quasiment 10 ans sans défaite entre 97 et 2006, sur près de 30 combats. Comment on fait pour garder la motivation, pour se remettre en question? Parce que ça n'existe presque pas dans aucun sport. Le tennis, on perd régulièrement. Le foot, c'est pareil. Même le PSG perd régulièrement ses matchs. En boxe, j'ai l'impression qu'on peut rester 10 ans sans perdre. Parce qu'après, vous parlez des sports où il y a beaucoup d'activités. Au tennis, ils jouent pas mal, ils jouent à chaque fois. Ils jouent beaucoup plus qu'un boxeur. Vous me parlez du foot où ils sont tout le temps en championnat ou en Ligue des Champions, etc. Là, quand je prends ton exemple, c'est 30 combats quand même. Oui, mais après, sur quoi? Sur 30 combats, c'est pas tous les mois, c'est dans l'année, alors qu'eux, ils jouent toutes les semaines ou ils jouent tous les mois. Enfin, ils jouent quand même beaucoup de trucs. Mais après même, c'est aussi une question de rigueur. Je pense que quand vous êtes motivé, c'est rigueur. Vous préparez vos combats, vous ne faites pas d'excès, vous êtes concentré sur quelque chose, vous êtes motivé, et c'est ce qui fait sens. On voit, voilà, il y a une durée, ça prouve qu'il peut y avoir une durée si vous restez dans les clous. C'est-à-dire si vous restez vraiment en train de travailler, et il n'y a que le travail qui paye. Mais justement, on a l'impression que la boxe, c'est un sport, il faut être toujours à 100%, toujours motivé, il faut manger boxe, dormir boxe pour être au top. Est-ce que ça c'est un cliché ou est-ce que c'est vrai? Par rapport aux autres sports, on a l'impression que c'est plus le cas. Non, on va dire non. Bon, alors manger boxe et dormir boxe, non. Mais voilà, il faut pouvoir s'extraire et se faire plaisir en dehors. Mais je dis sans excès. Alors moi, j'étais pas alcool, j'étais pas sorti, j'étais pas boîte de nuit. Mais en même temps, s'immerger quand vous arrivez dans un camp de préparation, c'est 3 mois, vraiment 3 mois de camp de préparation à tous vos staffs. Mais en même temps, pendant le reste du temps de l'année, vous entraînez. C'est-à-dire, il y a le footing régulier, il y a les entraînements qui sont faits, qui sont bien faits. Je pense que c'est la rigueur, c'est la discipline que vous soumettez à votre corps qui fait qu'en fin de compte, que la durée dans le temps. C'est l'hygiène de vie, on a une enveloppe, il faut s'en occuper, donc vous en occupez bien et ça vous donne les résultats que ça donne aujourd'hui. Mais il n'y a pas des moments où on se dit bon, je ne vais pas aller courir aujourd'hui, quand il y a un combat tous les 6 mois, où on peut se dire... c'est ce que moi je pourrais faire par exemple. Mais c'est censé être dans votre ADN. C'est à un moment donné, vous avez choisi quelque chose, alors c'est pourquoi le refuser ou pourquoi dire non mais j'y vais pas ou j'ai la flemme? Dans ces cas-là, il faut pas le faire. Après, je pense que réellement, c'est comme dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut faire. Si vous prenez une responsabilité, vous prenez un poste, vous prenez quelque chose, eh ben faut se donner à fond. La vie, c'est quoi? C'est qu'il faut essayer d'avoir le moins de regrets possible. Donc à chaque fois, il faut se donner à fond. Il faut performer. Et je pense que le sport, c'est le dépassement de soi. Et c'est ça, c'est toutes ces valeurs, je pense qu'il faut aussi apporter à cette nouvelle génération dans l'exemple que vous donnez, dans cette rigueur que vous donnez. C'est de leur dire que, en fin de compte, rien n'est perdu, mais que rien n'est perdu parce que vous travaillez. Parce que le travail, c'est un travail constant et c'est pas juste pour une occasion. Ça marche pas comme ça. Quand tu parles dans des interviews de boxe, on sent que quand tu étais jeune, il y avait un peu de colère, il y avait un peu parfois d'incompréhension parce que tu comprenais pas ce que tu faisais en métropole. Est-ce qu'il faut cette colère pour réussir dans la boxe ou c'est encore une fois un cliché de choses qu'on voit dans les films où on voit quand les champions sont en colère, ils gagnent et quand ils s'embourgeoisent un petit peu, là du coup ils sont moins en colère donc ça commence à perdre. Est-ce que c'est un cliché ou c'est vrai? Non, après tout dépend. Je peux pas dire que ce soit un cliché ou ce soit pas quelque chose de vrai. Je pense que après, c'est chacun sa chance, chacun son destin et chacun à sa façon. Mohamed Ali vous dit, mais c'est une belle histoire. Et après, vrai ou pas vrai, on ne saura jamais, il n'y a que lui. Comme c'était pour moi, c'était un des plus grands communicants de l'époque, il dit, voilà, un jour on m'a volé mon vélo, donc le fait qu'on lui ait volé son vélo, il a été apprendre la boxe en se disant qu'il va casser la gueule à celui qui lui a volé s'il le retrouve. Donc c'est une histoire, voilà, il va faire ça et ça devient la légende qu'il est, voilà, la légende Ali. Moi, c'est juste, en gros, je fais du foot et c'est juste, je vois un combat, je vois Marvin Hagler à la télé. Ce combat, Marvin Hagler te merde, on dit les 3 rounds les plus violents de l'histoire. Moi, je reste gigué. Je trouve qu'il a quelque chose, ce Marvin Hagler, et que je me dis, rien n'est perdu. Ça veut dire qu'à la dernière minute, il est blessé. Il va voir le docteur, on peut l'arrêter, mais on ne l'arrête pas. Et puis, il se remobilise, et puis il arrive à retourner le combat en gagnant, en mettant KO son adversaire. Eh ben, moi, ça me parle. Ça me parle en me disant que, tant que vous avez le souffle, eh ben, rien n'est perdu.
Il n'y a pas de colère du coup chez toi quand tu boxes. Pourquoi il y en a besoin? Il n'y en a pas besoin. La colère, pour moi, au contraire, ça va me faire des choses que je ne devrais pas faire. Le sport vous apprend le contrôle. C'est le contrôle de soi. Pourquoi il doit y avoir de colère? Justement, si vous vous mettez en colère, ça va partir dans tous les sens. Vous risquez de vous faire contrer, même dans la rue. Vous allez vouloir vous battre, vous allez vous énerver, et vous allez faire des choses peut-être que vous allez regretter. Donc, ce sport est censé, un sport de combat en général, ou le sport en général est censé vous canaliser les énergies, vous permettre d'être en face de quelqu'un, de pouvoir échanger, discuter. Et même, limite, de le contrôler lui dans ce que vous faites. Si vous arrivez en face de quelqu'un qui est agressif envers vous et qui veut se battre, mais si vous lui tendez la main, directement, lui serrez la main. Déjà, vous cassez quelque chose. C'est-à-dire que lui, il arrive avec une colère, il a envie de se battre, et vous lui tendez la main et vous cherchez à discuter. Donc, vous voyez, c'est pas dire que vous avez peur. C'est dire au contraire peut-être que vous avez peur de ce que vous pourrez lui faire. Donc, dans le contrôle, on se comprend. Tu parles de peur. Est-ce que c'est aussi, parce qu'on est sur les sentiments, est-ce que la peur, elle est nécessaire dans la boxe, encore une fois, pour pas faire n'importe quoi et pas... Parce que quand on écoute certains boxeurs, ils vont dire non, moi j'ai pas peur, j'y vais, voilà. Tant mieux pour eux, moi j'avais peur en tout cas. Et moi je dis que l'inconnu fait toujours peur. Vous allez vous affronter, alors vous descendez dehors, il y a un type qui va vous casser la gueule, même si vous avez confiance en vous et même si vous savez vous battre, bah forcément il y a une appréhension. Une appréhension, c'est une peur. C'est qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le truc, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, et pourquoi il veut se battre. Donc c'est-à-dire si lui veut se battre, c'est qu'aussi il a confiance en lui. Donc forcément il y a une peur, il y a une crainte. Et après, maintenant, c'est à vous de savoir si vous y allez ou pas, ou comment vous arrivez à régler la situation. Oui, moi j'avais peur, mais j'avais besoin de cette peur parce que c'est cette peur qui me permettait de me transcender. Mais c'est quoi? C'est la peur du chaos ou C'est tout simplement peut-être la peur de perdre ce que vous avez. C'est aussi l'humiliation. Quand vous prenez un coup, vous tombez par terre et vous êtes KO devant des milliers de personnes, devant votre public, devant votre famille. C'est aussi une humiliation. C'est que vous n'avez pas su trouver la solution pour pouvoir battre l'autre. Donc forcément, comment on va vivre? On n'aime pas la défaite. Qui aime la défaite? Personne. On puisse prendre des coups, vous allez prendre une bonne raclée et des trucs. Mais des fois, même quand vous gagnez, vous avez mal, mais ça fait beaucoup moins mal parce que vous avez gagné. Mais quand on se prend un KO, justement, le combat précédent, est-ce que c'est encore plus compliqué de se remettre dedans? Le combat suivant, pardon. Est-ce que c'est encore plus compliqué le combat suivant Bah forcément, parce que ça vous reste dans la tête, parce qu'en fin de compte, il faut réussir à dépasser ce stade en disant écoute, j'ai perdu, mais vous savez ce que ça vous a fait, vous savez ce que ça vous a procuré, le mal, la lumière elle s'est éteinte, vous êtes retrouvé par terre, et vous appréhendez. Mais à un moment donné, qu'on y arrive, on s'est bien entraîné, vous avez bien fait le truc, vous êtes bien... Surtout, pour ça, il faut pouvoir s'arrêter. Vraiment s'arrêter. Il faut refaire un contrôle pour savoir que si tout va bien. Et prendre le temps de pouvoir se remettre et se reposer. Et ensuite, après, vous pouvez y aller. Avec un entraînement au début léger, avec les gants, et remettez, vous reprenez confiance en vous, et il ne devrait pas avoir de problème. Est-ce que les contrôles dans la boxe après les combats, on peut estimer qu'ils sont suffisants à chaque fois, ou c'est au boxeur de faire lui-même attention que les contrôles soient bons pour vérifier qu'il n'a rien à la tête ou... Je dis il y a des contrôles, mais après, c'est votre corps. C'est à vous de faire en sorte que de savoir s'il va bien. Bien sûr, on peut vous proposer des trucs, mais peut-être ces trucs ne sont pas suffisants. C'est à vous de savoir. C'est vous. Votre corps vous appartient. Et plus tard, vous en aurez besoin. La boxe ou le sport en général, ça dure qu'un moment. Mais si vous ne faites pas attention à vous, si vous même sans parler du traumatisme qu'il peut y avoir parce que vous prenez des coups, mais c'est comme si vous mettez à boire de l'alcool et vous faites des excès. À un moment donné, forcément, ça va apporter des conséquences. Vous allez peut-être avoir une cirrhose, un truc de foie. Donc, c'est à vous de faire les choses avec modération et pouvoir vous contrôler, aller voir un docteur, faire des choses pour voir que si tout va bien. Donc tu ne demandes pas à ce qu'il y ait plus d'obligations de la part de... Il en faut, mais vous savez, il y a toujours des tricheurs. Il y a des gens qui veulent pas y aller parce qu'ils pensent qu'ils sont en forme. Ils ont cette sensation en disant non, mais moi tout va bien. Non, il faut les faire parce que... Mais vous devez, à la rigueur, on ne doit même pas vous obliger à vous occuper de vous. Vous devez le faire vous-même. Et pour revenir juste à la préparation des combats, est-ce que c'était déjà arrivé d'arriver à un combat justement en te disant je suis pas assez préparé, j'ai pas fait ce qu'il fallait? Non. C'était jamais arrivé? Non, jamais. Même sur le ring, une fois qu'on a face à un adversaire qui est un peu plus fort, on se dit pas merde, ça je l'ai pas assez préparé. Être plus fort. Non, mais ça arrive.
Vous êtes censé être le meilleur. Oui, c'est vrai. mais il y a forcément quand on perd un combat, c'est que l'autre a été meilleur. Est-ce que C'est l'autre qui a été meilleur sur quoi? Alors, vous voyez sur quoi? Vous savez, en sport, un coup peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur, c'est qu'il a mis le bon coup au bon moment. C'est que le cerveau n'a pas eu le temps de capter, ou l'attention, vous n'avez pas eu le temps, vous avez pris. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort, ça veut dire qu'il a été peut-être plus efficace que vous dans ce qu'il a fait. Donc, qui peut dire qu'on est le meilleur ou pas? Le meilleur, c'est qu'on devient champion du monde, et c'est qu'on a battu beaucoup d'adversaires, comme vous voulez le dire tout à l'heure. En 30 combats, j'ai pas perdu, donc c'est une façon de prouver que je suis le meilleur. Mais après, j'ai perdu. Ça ne veut pas dire quand j'ai perdu devant O'Neill Bell, il a été meilleur quand? Il a été meilleur ce jour-là, mais l'autre combat précédent, je l'ai battu. Donc, l'un dans l'autre, on a été meilleurs tous les deux. C'est ça. Vous êtes tous les deux les meilleurs, en fait. Voilà. On avait une petite question aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de films, et puis j'ai vu que tu as fait une interview sur le Festival de Cannes. Est-ce que la boxe, c'est le meilleur sport pour être filmé? Parce que j'ai l'impression que les seuls bons films de sport, c'est les films de boxe. Je pense pugilistiquement, c'est intéressant. C'est une sorte de chorégraphie du corps. C'est une sorte de danse. C'est deux personnes qui... je pense que tout le monde a aimé les péplums, voilà, les retours, les trucs de guerre et tout ça. On est gladiateurs, les films de gladiateurs. La boxe, c'est quoi? On est les gladiateurs des temps modernes, sauf qu'on n'a pas la scaphandre, mais on peut le mettre aussi en attendant pour monter sur le ring. C'est ça, en fin de compte. C'est deux hommes qui se battent. Et voilà, on tolère qu'ils se battent. Et après, c'est le noble art. Et le noble art, c'est vrai, c'est ce jeu d'échecs avec les poings. Est-ce que c'est parce qu'il y a un truc un peu animal plus dans... Parce que par exemple, si on parle de combat, on en parlait tout à l'heure en antenne, l'escrime, c'est un combat, c'est aussi une chorégraphie. Mais c'est différent. Mais un film sur l'escrime, je ne sais pas si je vais le voir. C'est une chorégraphie, mais ça va être quelque chose de linéaire. Ça va être avec un sabre et on va faire des trucs, des gestes. Tandis que là, il y a de l'impact, il y a de la sueur. Vous voyez les visages des autres. Vous voyez la transformation quand vous arrivez, alors vous êtes tout beau parce que vous êtes fait tout beau et vous avez mis votre truc, et au fur et à mesure quand vous prenez des coups, vous venez, voilà, à la fin vous sortez, vous ressemblez au Joker parce que parce que vous avez été tellement abîmé, ou parce que, mais voilà, c'est ça aussi le mystère. Et à un moment donné, voilà, vous êtes tellement décuré, boursouflé par rapport à tous les coups que vous avez pu prendre, et il suffit d'un coup que vous mettez, hop, et vous gagnez. Et alors qu'on dit, mais attends, limite il a perdu tous les runs, il suffit d'un coup. Je veux dire, c'est ce mystère, c'est ce truc que quand un combat est équilibré, c'est ça que les gens aiment. C'est ça que les gens aiment. Vous savez, je pense que réellement, on aime les interdits. On parlait de Tony Eka la dernière fois, et je suis sûr qu'il sera un grand champion peut-être plus tard quand il prendra les vrais adversaires, les bons combats. Et non, mais c'est vrai, c'est que quand vous ne savez pas qui va gagner, c'est quand le combat il est serré, c'est quand le combat vraiment il est équilibré, et chaque des adversaires peut s'échanger. Prendre les coups les plus terribles et vous dites, mais moi je n'aurais pas survécu à ce coup si je l'aurais pris. Mais c'est vrai, c'est rien que le fait d'être s'imaginer, mais oh mon Dieu, mais le coup qu'il a pris, alors vous voyez le protège-dents qui s'envoie, cette tueur, alors le type il vous sèche, carrément vous êtes séché comme si vous avez passé une serviette sur votre visage parce qu'il n'y a plus de sueur tellement qu'il l'a fait, tellement qu'il est parti avec un coup, et c'est d'être là encore. C'est d'être là, c'est d'être au truc, et après le combat se retourne et il peut gagner. C'est ça tout ce suspense, et puis cette danse, on bouge, on esquive des coups, c'est ça la magie de ce sport. On sent que t'es toujours alors amoureux de que si vous le faites dans la rue, c'est interdit, mais on le tolère sur le ring, et là c'est adopté. Donc voilà. Mais quand on voit comment tu parles de la boxe, à quel point tu es encore amoureux de ce sport, ça te manque pas de pas être dans l'encadrement d'un sportif, entraîneur, promoteur, ce genre de choses? Pas du tout. Promoteur, oui, je peux l'être. Dans un encadrement d'un sportif, le voir prendre des coups, mais moi je trouve ça terrifiant. Donc pourquoi? Parce que vous avez toujours l'impression que vous savez ce qu'il peut faire, et on aurait toujours fait mieux. Donc je préfère rester derrière la télé, regarder, et puis de temps en temps fermer les yeux en me disant, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va prendre? Tu pourrais jamais être entraîneur de quelqu'un, ça te fait trop mal de voir quelqu'un souffrir à ta place presque? Limite, j'aurais peut-être tendance à dire, je monte et je fais les 3 premiers rounds à sa place. Non, mais je trouve ça vraiment terrible. Donc je trouve que les entraîneurs, en tout cas, ils ont du courage pour pouvoir, en tout cas je dis les bons, parce qu'à un moment donné, il doit y avoir une vraie association entre l'entraîneur et son boxeur. Ça doit être limite père et fils, quoi. On doit considérer son boxeur en disant, voilà, il est prêt, on peut l'envoyer, il n'est pas prêt, on ne l'envoie pas, parce que c'est pas juste une question d'argent. Je pense que c'est important. Un entraîneur devient un éducateur. Et un éducateur n'envoie pas son boxeur à l'abattoir pour faire juste pour gagner de l'argent. Donc entraîner Tony Yoka par exemple, c'est pas possible?
Entraîner Tony Yoka, par exemple. Bah non, parce qu'il a trouvé, il s'entraîne très bien et comme je le dis, sûrement ça sera, j'espère pour lui en tout cas, ce sera un grand champion, mais aujourd'hui il l'est pas encore. Très bien, on va passer à la deuxième partie de l'interview. Une fois qu'on a posé toutes nos questions, ce qu'on fait, c'est qu'on pose un petit questionnaire à tous nos invités, qui est toujours le même. Comme ça, après, on peut comparer les réponses en fonction des invités. Alors, première question. S'il y avait un sportif francophone que tu aurais envie de rencontrer pour lui poser une seule question, ça serait qui et quoi? Sachant que tu peux remonter dans le temps, vraiment si tu as le choix de qui tu veux. Bah comme ça, vous me posez des questions. C'est le but. T'as le temps de réfléchir. Hein. C'est difficile là pour moi. Il n'y a personne qui vient en tête? Même pas Marcel Cerdan, même pas... C'est peut-être un cliché de dire Marcel Cerdan, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres boxeurs francophones qui ont marqué l'histoire, mais... Peut-être Marcel Cerdan. Peut-être un Marcel Cerdan. Mais pour lui poser quoi comme question, par exemple? C'est un très très gros puncher. Donc, forcément, c'était quoi son secret? Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'on a un tel punch et qu'est-ce qui motive à... Parce que bon, dans le temps, c'est pas pareil aussi. C'était plus dur, les gants c'était plus rigide, enfin il y avait plein de choses. Donc voilà, c'était pour échanger la dureté de sport de l'époque et de maintenant, aujourd'hui quand même. Tu aurais aimé vivre cette boxe-là justement? Non. Ça faisait plus mal, c'est ça? J'ai bien dit tout à l'heure, je suis pas un partisan de la souffrance. Hein. Non, l'époque c'est déjà bien parce qu'un coup ça fait quand même assez mal quand même, à cette époque. Donc oui, peut-être Cerdan, parce qu'en plus il y avait cette histoire avec Piaf, enfin c'est tout ce mystère, donc c'était pour poser plein de questions. Mais j'ai connu et j'ai pu échanger avec Aznavour, donc il m'a parlé un peu de Cerdan et de Piaf. Donc voilà. Et quel serait l'événement sportif que tu aimerais revivre? Donc encore une fois, on peut remonter dans le temps. Ça peut être les premiers Jeux Olympiques, ça peut être les prochains Jeux Olympiques. Moi, à un moment avec Jesse Owens, quand il court, alors qu'on voit à l'époque les Allemands, c'est le truc pour eux horrible, hein, un noir en train de dépasser tout le monde et gagner la course. Ouais. T'aurais aimé être dans le stade à ce moment-là, du coup. Ouais. Être à côté d'Hitler, foutre de On lui. voit la tête qu'il pas à a. côté de lui, parce que je pense que ça aurait pas été bon pour moi. Mais juste avec une paire de jumelles en train de regarder et voir sa tête se décomposer, on voyait un type qui arrive comme une bombe. Alors avec les pompes qu'il y avait à l'époque, en gros c'était quoi? C'était mes chaussures aujourd'hui, il courait avec mes chaussures de ville et il croyait que c'était des baskets. Enfin c'était génial quoi, ce type voilà. Jesse Owens, ça fait partie de tes modèles aussi un petit peu ou pas du tout? Ah non, mais moi j'aime les performances, j'aime les performeurs, j'aime les gens qui travaillent, j'aime les gagnants, et voilà. Et parce que si on réussit comme ça, si on a fait ce truc, déjà c'est que je pense qu'il y a un truc naturel, mais en même temps il y a beaucoup de travail derrière. Si tu n'avais pas pu faire de boxe à l'époque et que tu aurais pu faire n'importe quel autre sport, lequel tu aurais choisi? Peut-être le foot parce que c'est ce que tu faisais avant. Bah ouais, c'était le foot. Tu serais devenu footballeur professionnel. Le foot, ouais, j'aurais essayé. Et puis moi je croyais, moi je voulais être un... Après peut-être j'avais pas trop compris, moi j'aimais le Brésil, donc je voulais être un Brésilien, mais c'était pas possible. Et quel poste? Bon, au début j'étais numéro 9. Je trouve ça génial, je me disais il n'y a pas grand chose à faire, hein. Je reste au milieu et puis à marquer, mais j'y arrivais pas trop. Donc j'ai fini stopper. Ah oui, voilà, c'était l'opposé, j'ai fini stopper et libéraux. Et en boxe, j'étais un libéraux, un stopper. Et tu regardes autant de foot que de boxe quasiment du coup? Non, mais je regarde les grands matchs. Je vais regarder les championnats du monde parce que je vais encourager la France. Je vais regarder les gros matchs des championnats. Mais voilà, parce que Paris Saint-Germain, Real, machin, tout ça, bien sûr. Je vais regarder les grands championnats. Comme la dernière fois, j'étais voir Paris Saint-Germain, Rennes et des trucs comme ça. Les gros matchs, j'aime bien. T'as pu aller en Russie par exemple l'été dernier? Non. On va éviter la Russie. Dommage. Et du coup, on parlait des modèles. Et donc, c'est quoi ta plus grande inspiration? On n'a pas le sportif, ouais. Ou même pas forcément un sportif, une personnalité qui aurait pu t'inspirer, ancienne ou actuelle? Mais je dirais, alors, je vais parler en termes généraux, donc je vais dire tous les hommes qui ont pris les bonnes décisions, les grandes décisions. Vraiment, les vrais. Aux États-Unis, l'abolition de l'esclavage. Je vais parler le président quand il a pris l'abolition de l'esclavage. Je vais parler de Mandela.
parce qu'il a été en prison et il est devenu président de son pays, mais il n'a pas prôné la méchanceté, malgré ce qu'on lui avait fait. C'est un exemple pour tout le monde. Voilà, tous ces gens, toutes ces personnes qui ont pris des décisions et ils n'ont pas prôné la méchanceté, ils n'ont pas prôné les trucs, et voilà, c'était pour l'humanité, c'est des exemples pour moi. Voilà. Plus que des sportifs, du coup. Ouais, plus que des sportifs, mais là on parle bien sûr. d'un pays, des nations, et je pense que c'est important de citer ces grands hommes. S'il y avait un talent que tu aimerais avoir et que tu n'as jamais eu la chance, ne serait-ce que d'approcher, donc ça peut être sportif ou même... donc par exemple, dans nos 2 derniers épisodes, le premier a dit qu'il aimerait retrouver le fait de pouvoir dunker, parce qu'il pouvait le faire quand il était jeune et il ne peut plus le faire maintenant. Moi j'aurais voulu jouer de la musique. Jouer de la musique ? T'as déjà essayé de jouer et t'as vu que t'étais pas très doué ? J'ai une guitare. Ouais. Je la regarde. Donc, non, mais jouer de la musique, je pense, mais la musique, c'est super bien, c'est super beau qu'on arrive à, par exemple, du piano, des trucs comme ça, qu'on arrive à faire des mélodies, jouer de la musique et tout ça. Sinon, dans une autre vie, j'aurais voulu être avocat. Parce qu'un avocat, quand il parle, j'avais vu un film quand j'étais petit, et il excellait avec les mots, mais il est vachement convaincant. Je pense que c'est magique qu'on a les mots justes. Le pouvoir de la parole aussi. Le pouvoir de la parole, ce qui permet de comment dire, de faire changer les avis, de retourner la situation, tout simplement de dire, mais juste mettre le doute. Est-ce qu'il a tort ou il a raison, mais ce qu'il dit c'est vrai. Et est-ce que maintenant ça vous remet en question? Est-ce qu'on devrait faire ça? C'est un truc que tu retrouves dans ton travail d'aujourd'hui, du coup? Bah ouais, c'est à un moment donné, c'est discuter, c'est d'apporter des idées, c'est d'apporter une réflexion, et puis à un moment donné, on se dit, ben, aujourd'hui, on est convaincu de quelque chose, et après, vous voyez que les gens, ok, ils disent, mais donc, dès que vous mettez le doute, c'est-à-dire que vous avez trouvé les mots justes, peut-être. Et c'est quoi la petite habitude ou la superstition que tu penses être le seul à avoir? Peut-être avant un combat, qu'est-ce que tu faisais qui peut-être que tu étais le seul à faire, ou même avant une journée de travail, je sais pas, qu'est-ce que tu es superstitieux? Superstitieux, je pense que même si on ne l'est pas, on le vient, on a des trucs. J'avais toujours une habitude, c'est que je me coupe, il fallait que j'ai le crâne tout le temps rasé. Je sais pas pourquoi, mais voilà, il fallait que je sois beau. Il fallait que je sois élégant. C'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà, mais justement, je pense que voilà, qu'on est dans une manifestation, on est dans une représentation, et ben, il faut être sous son meilleur jour. Voilà. Mais vraiment, parce que c'est pour le sport, c'est que ce soit le sport, que ce soit le travail, c'est que voilà, vous êtes en représentation, vous allez rencontrer des gens, on ne sait jamais qui on va rencontrer, donc il faut être apprêté, il faut être sous son meilleur jour. Mais avant tes combats, on voyait les entrées aussi, t'aimais ça, vraiment faire un peu le show, pas comme tous les boxeurs. Moi, je suis pas un showman, mais voilà, je m'apprêtais, donc j'essayais de faire des tenues différentes, donc voilà, c'est pour aussi, pour le public, à un moment j'avais une barbe blonde, parce que j'étais, voilà, c'est toutes ces choses un peu esthétiques, et vous dites, bon voilà, j'essaie de rénover, et pas venir juste comme ça pour, voilà, ça va avec. C'est un spectacle en fait. C'est un spectacle. Et dernière question, pour terminer ce podcast, on va commencer par le début. C'est quoi ton premier souvenir de sport, de spectateur de sport? Je l'ai dit, c'était les années 80, c'était Marvin Hagler contre Thomas Hearns, j'étais devant la télé, j'ai vu ce fabuleux combat, et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de revenir, de faire ce sport, et au début d'être juste, parce que Marvin Hagler c'était mon exemple, c'était mon héros, et je voulais être ce boxeur. Donc je le suis devenu, et voilà, je devais avoir 13 ans à l'époque, et 13 ans, 15 ans, un truc comme ça, et vous voyez, 15 ans après, je suis devenu champion du monde. Est-ce que tu as fini par le rencontrer Jamais, mais il est pas trop tard. Je vois, c'était peut-être... Ah oui, non, il n'est pas francophone, c'est vrai que j'avais proposé francophone. Mais j'y avais pensé, mais... Ouais, c'est vrai. Écoute, on va terminer sur ce joli souvenir. Merci encore Jean-Marc Mormac d'avoir accepté l'invitation de cet épisode. J'espère que tu as apprécié le moment. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de cet épisode. N'hésitez pas à le partager si ça vous a plu. Merci aussi à Julien Dassois d'être venu sur cet enregistrement. Et merci enfin à Thomas Larabi avec qui on a préparé l'interview. D'ailleurs, si vous aimez la boxe, Thomas et moi, on a réalisé un portrait de boxeur qui s'appelle Michel Mottemora, qui a 38 ans et qui continue de se battre pour accrocher un titre de champion de France. Donc pour le trouver, vous pouvez taper 3h moins le quart dans YouTube ou cliquer sur le lien dans la description.
Et pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts, SoundCloud ou quelle que soit l'application que vous utilisez et à nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. Je vous souhaite la bonne soirée. Salut. Faut être un homme pour monter sur le ring et faire face à la vie. Que je perde ou que je gagne, tant que je me bats, je vis. Le chaos, c'est pas la mort, mec. À la Jean-Marc mort, mec. Les poings levés, la tête haute jusqu'à la mort, mec. Y'en a qui parlent, y'en a qui font. Y'en a qui voudraient être alors qu'il y en a qui sont. Y'en a qui sortent grandis d'une défaite. Y'en a qui savent faire naître une victoire dans l'échec à la Jean-Marc mort, mec. On vient d'en bas, on a la rage et le courage. On est noir, on est fier, on est fort, on est barge. Même blessé, on n'est jamais forfait. On préfère redoubler d'efforts, c'est ce que le fort fait. Parce que le fort c'est surmonter ses peurs. Si le corps est un royaume, sache que le cœur en est l'empereur. De mon cœur que jaillit ma force. Brise-moi les mains de mon cœur que jaillit. Je serre les poings et j'avance. Je m'entraîne comme un homme, je me prive comme un homme. Jour J, je suis prêt, j'arrive comme un homme. J'attaque comme un homme, riposte comme un homme. Esquive pour me remiser, ruser comme un homme. Je gagne comme un homme, je perds comme un homme. Je cogne comme un homme, j'encaisse comme un homme. Je tombe comme un homme, me lève comme un homme, me relève comme un homme jusqu'à ce que je crève comme un homme. C'est pas la mort, mec, à la Jean-Marc mort, mec. Les poings levés, la tête haute jusqu'à la mort, mec. On vient d'en bas, on a la rage et le courage. On est fiers, on est fort, je dirais même le gamin. C'est pas la mort, mec, à la Jean-Marc mort, mec. Les poings levés, la tête haute jusqu'à la mort, mec. On vient d'en bas, on a la rage et le courage. On est fort, on est fiers, je dirais même